Nous savons que le champ électrique peut être créé par des distributions de charges, et jusqu'à présent, nous avons étudié des distributions volumiques de charge à l'aide de la densité volumique de charge ρ, exprimée en coulomb par mètre cube. Et nous allons voir qu'il existe d'autres modélisations possibles pour les distributions de charge, avec notamment des densités surfaciques de charge ou des densités linéiques de charge, qui seront très pratiques dans certaines applications que nous allons voir tout de suite. Alors rappelons tout d'abord la définition de la distribution volumique de charge. Donc ici nous avons par exemple une sphère chargée en volume, et si on regarde localement un point M mésoscopique, on rappelle que c'est en fait un petit volume, alors volume qu'on va plutôt noter des taux, et nous avions vu que la charge qui était contenue dans ce volume était proportionnelle à des taux, avec un coefficient de proportionnalité qui était ρ, la densité volumique de charge au point M, fois des taux. Alors, dans certains cas, ce n'est pas forcément la modélisation la plus adaptée. Par exemple, considérons un plan, donc un volume avec une épaisseur très faible qu'on peut modéliser par un plan et qui est chargé. Alors, l'épaisseur étant très faible, on peut la noter E, mais étant donné qu'elle est très faible, et si on se fixe un repère cartésien x, y, z, on peut noter cette épaisseur dz. Alors si on considère un point M au sein du plan, et bien en fait, c'est donc un petit cube mésoscopique qui aura cette allure-là. Et donc quelle est la charge qui serait comprise dans le point M? Eh bien, donc le point M qui est au milieu de ce cube, eh bien en appliquant ce que nous venons de voir, on pourrait dire que la charge, c'est une petite charge delta Q qui est égale à ρ au niveau du point M fois le volume autour du point M, c'est-à-dire ρ au niveau du point M fois dx, dy, dz, ce que je peux encore écrire ρ au niveau du point M fois dz, le tout fois dx, dy. Alors pourquoi je l'écris comme ça? Bon, on va le voir tout de suite dans la suite, c'est que souvent, quand on étudie un volume très fin, on va plutôt en physique le modéliser par une surface. C'est-à-dire que la notion de dz n'a plus de sens. On considère que ce volume est en fait une surface qui n'a que deux dimensions, donc l'épaisseur n'est plus définie. Pourtant, si on considère un point M, donc cette fois-ci un point M sera juste un petit carré de côté dx et dy. Pourtant, ce carré est exactement le même par rapport à la réalité physique que le point M précédent. Il doit donc contenir la même charge. Donc la charge au niveau du point M dq doit toujours être égale à ρ de M fois dz qui est l'épaisseur réelle du plan fois dy dx dy. Ça, c'est l'expression que nous avions tout à l'heure. Et le fait de changer de modélisation ne change pas la charge qui est au niveau du point M, qui elle est toujours la même physiquement. Et donc on s'aperçoit que dq est en fait proportionnel à la surface dx dy qu'on est en train de considérer, qui est cette surface-là. Et le coefficient de proportionnalité, qui est ρ fois dz, mais dz ici n'a plus de sens puisqu'on a vu d'épaisseur z, on appelle ça sigma. Et sigma, ça va être la densité surfacique de charge. Ainsi, sigma égale ρ fois E, donc E c'était l'épaisseur du plan, est telle qu'il y a la même charge delta Q dans le volume des taux égale dx, dy, dz, que dans le volume, que dans la surface ds égale dx, dy. Autrement dit, qu'on modélise notre plan très fin par une surface avec des points M qui sont des petites surfaces dx, dy, ou par un volume fin
d'épaisseur E égale dz, et bien au niveau du point M, qui est dessiné en rouge dans les deux cas, il y a le même nombre de charges si on définit sigma de cette manière-là. Donc on appelle cette grandeur la densité surfacique de charge. On appelle densité surfacique de charge la grandeur sigma définie à l'échelle mésoscopique telle que delta Q égale sigma fois ds. Et la charge totale qu'on trouve dans une surface, ça va être donc la somme sur la surface des charges infinitésimales comprises dans ds, c'est-à-dire la somme sur la surface de sigma ds. Alors, si on fait une analyse dimensionnelle de cette équation, dq dans le système international s'exprime en coulombs, ds en mètres carrés, et donc sigma égale delta Q, dq sur ds s'exprime en coulombs par mètre carré. Alors sigma n'est pas forcément uniforme, hein, il peut dépendre, il peut varier sur la surface étudiée, et dépendre du point M, à l'intérieur du système étudié. Alors, on a un petit exercice d'application ici de cette donnée. On considère un plan qui a une surface S et qui est chargé sigma uniforme, et on vous demande Q, la charge Q contenue dans le plan. Eh bien, il s'agit d'appliquer la formule précédente en remarquant que sigma est uniforme, c'est-à-dire qu'il est constant sur la surface, et donc le calcul de l'intégrale en est facilité. Une deuxième question. On a une sphère, cette fois-ci, de rayon R, et sur laquelle il y a une densité surfacique de charge sigma, c'est-à-dire que les charges sont uniquement localisées sur la surface de la sphère. Il n'y a pas de charge à l'intérieur du volume de la sphère, mais par contre, elles sont toutes localisées sur la surface extérieure. On vous demande quelle est la charge totale que possède la sphère. C'est exactement la même méthode que précédemment. Alors je vous laisse chercher ces deux points. Et les cas que nous venons d'étudier, en fait, sont très pratiques. Par exemple, lorsqu'en pratique, on cherche à déterminer la charge portée par l'armature d'un condensateur, par exemple ici. Donc un condensateur, vous savez que ce sont deux armatures en regard l'une de l'autre. Une peut avoir une certaine charge et l'autre la charge opposée. Et on peut les modéliser grâce à des densités surfaciques de charge. De même, on peut des fois étudier des boules uniformément chargées en surface, et c'est encore la modélisation avec les densités surfaciques de charge qui va servir. Alors parfois, le système qu'on étudie n'est pas vraiment assimilable à une surface, mais plutôt à un contour, à un fil. Par exemple, imaginez un fil ici, qui serait chargé positivement. Et bien quand on regarde au niveau d'un point M, de longueur D, on peut zoomer. Un point, alors ici il est appelé P, mais appelons-le M. Un point M, si on zoome au niveau du point M, finalement c'est une certaine longueur dl dans laquelle il y a une charge. Eh bien, on peut montrer que la charge stockée au niveau du point M et qu'on retrouve ici est proportionnelle à la longueur dl associée au point M, et le coefficient de proportionnalité entre les deux, on va l'appeler la densité linéique de charge. Donc, si on remplit les trous d'énoncés, dans d'autres cas encore, on s'intéresse à des fils chargés, on les découpe alors en fils élémentaires, de longueur dl, hein, qui sont représentés ici, ou fil élémentaire ou fil infinitésimal. Et chaque fil infinitésimal possède une longueur dl et une charge dq proportionnelle à dl. Et donc on appelle densité linéique de charge le coefficient de proportionnalité lambda. Donc on appelle densité linéique de charge la grandeur lambda définie à l'échelle mésoscopique telle que la charge comprise dans un segment dl et dq égale lambda dl. Et donc sur un fil, eh bien, on va sommer toutes les petites charges dq sur le fil, ce qui va nous donner la somme de lambda dl sur un fil. Donc on peut faire l'analyse dimensionnelle, dq est en coulomb, la petite longueur est en mètres, et donc lambda s'exprime en coulomb par mètre.
Et nous allons maintenant appliquer cette formule sur un cas simple. Considérons un fil de longueur L qui possède une densité linéique de charge lambda, c'est-à-dire qu'il a des charges partout sur le fil avec la densité lambda. Quelle est la charge contenue dans le fil? Eh bien, nous repartons de Q égale l'intégrale de dQ sur le fil. dQ étant égal à lambda dL, et comme ici lambda est uniforme, on peut facilement calculer l'intégrale. À vous.